Donc, bonjour à Ok, tous, je vais passer la parole à Alain Beck, notre président directeur général. voilà, bon, j'imagine que j'en connais certains. Donc, je suis Alain Beck, je suis le PDG de l'ACMI et j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir aujourd'hui pour le deuxième séminaire consacré à cette annonce Power 10, le premier ayant eu lieu tout de suite après l'annonce, en fait, ça va être vers le 15 ou 16 ou 17 juillet, voilà. Euh, Bon, il y a beaucoup de monde et c'est bien parce que ça veut dire que vous portez un intérêt à cette machine. Pour mémoire, le Power 10 a été annoncé en fin d'année dernière euh, et a été implémenté dans ce que IBM appelle les high-end, c'est-à-dire les gros systèmes, les grands systèmes Power. Et on a eu l'occasion d'ailleurs d'en démarrer chez un client qui est excessivement satisfait des performances. Euh, il a même dit que jamais il avait eu une accélération des performances aussi forte pour un changement de processeur. Donc, il avait du Power 9 et passé en Power 10. Bon, ensuite, IBM a annoncé donc en juillet les Power 10. Et vous allez voir, bon, c'est une machine qui évolue, disons, de génération de power en génération de power. Et je pense que ça va certainement beaucoup vous intéresser au niveau des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être développées avec cette machine. Voilà. En tous les cas, pour nous, le Power est une machine fantastique. Hein. Euh, et ben, je vais passer tout de suite la parole à Robert Bouteau, qui est notre spécialiste et qui va vous donner le détail de cette annonce. Et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions, à chiffrer les changements de power si nécessaire, ou fourniture de power, etc. Et tout le service, bien sûr, qui va autour de ces implémentations. Robert, à toi. Merci Alain. Merci Alain. Bonjour, rebonjour à tous. Donc effectivement, je suis architecte avant-vente et spécialisé en particulier sur les aspects environnement power et puis le stockage associé et tout le reste. Certains me connaissent, pas mal d'années chez IBM également, à travailler sur le matériel, sur les solutions. Et je suis depuis fin 2016 chez ACMI. Alors là, j'ai le plaisir de vous parler des annonces de juillet, mais je voulais faire un petit rappel sur la plateforme Power en tant que telle, juste pour qu'on réalise tout ce qui tourne, parce que peut-être que vous voyez les applications qui tournent chez vous, mais sachez qu'il y a beaucoup d'environnements de types différents qui fonctionnent aujourd'hui sur ces plateformes, sans parler même que là on ne voit pas trop de plateformes de calcul intensif hein, qui peuvent regrouper des centaines, voire des milliers de serveurs Power, mais pour les besoins de tous les jours, pour des applications de gestion, CRM, etc., tout ça, bon, c'est assez classique. On a des bases Oracle, SAP, du SAP HANA. Ça peut tourner sur de l'AX, ça peut tourner sur du l'IBM, du Linux, tout ça sur Power. Et puis, comme vous le savez, depuis quelques temps, on parle beaucoup d'applications containerisées. L'offre qui est mise en avant, ben, c'est celle de Red Hat, puisque Red Hat a été racheté par IBM, mais il existe bien entendu d'autres types d'environnements de ce type également. Et ce sont des nouvelles applications qui ont rejoint les applications plus classiques. Tout ça sur un hyperviseur qui permet d'avoir des tas d'environnements qui sont actifs simultanément en parallèle sur un serveur Power, hein, c'est Power VM. Et le Power, aujourd'hui, il se décline chez nos clients de deux manières. Soit les clients ont leur propre serveur chez eux, soit éventuellement ils font appel à un hébergeur cloud, comme on dit aujourd'hui, dont ACMI fait partie. Et donc il y a des offres qui sont les mêmes. Finalement, vous retrouverez le même type d'environnement, avec toutes ces capacités, toutes ces possibilités, quel que soit l'environnement où on le met en place. Un petit rappel encore, c'est une plateforme qui est très très fiable. Bon, c'est connu depuis longtemps, que ce soit pour des clients AX ou IBMI, ils connaissent ça depuis très longtemps. Et bon, c'est vrai qu'avec des solutions de cluster et autres, d'autres plateformes arrivent un petit peu maintenant
à retrouver ce type de niveau, alors que c'est plus intrinsèque dans la plateforme Power depuis longtemps. Et l'indisponibilité, comme c'est écrit en bas, c'est quand même quelque chose d'important. Vous devez en savoir quelque chose, puisque beaucoup de nos clients, en fait, ne se rendent même pas compte. Ils arrêtent très très peu leur machine pour faire des mises à jour, et le reste du temps, ça fonctionne bien. Pour améliorer la fiabilité, il y a beaucoup de dispositifs, que ce soit déjà la capacité de changer à chaud des cartes, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de redondance, ça vous le savez, même sur, par exemple sur un 1024 aujourd'hui, mais c'est vrai en 924, on peut avoir 4 prises électriques. Donc s'il y en a même 2 qui tombent, ben, ça peut continuer à tourner avec les 2 autres. Beaucoup de capacités de réessai ou de réparation sans intervention. Et puis sinon, également, je rappelle des remontées d'alerte vers IBM qui font que quelquefois, IBM est au courant que vous avez un problème avant même que vous le soyez. Tout ça, c'est bien actif. Le point numéro 5, l'Active Memory Mirroring, permet d'avoir toute la mémoire allouée à l'hyperviseur qui est mirrorée. Donc ça existait sur gros systèmes, on l'avait déjà en place chez nos gros clients, et maintenant ça arrive également sur les serveurs Scale-out et E1050. Peut-être vous ne faites pas attention, vous avez l'habitude, pas avoir de problème de sécurité, ou peut-être très peu sur vos environnements AX, IBMI, voire Linux. Mais AX et IBMI ont vraiment un gros avantage par rapport à d'autres types d'OS. Et là, vous voyez les statistiques des Common Vulnerability Exposure, donc les risques de sécurité qui ont été détectés, qui ont amené la plupart du temps des correctifs plus ou moins rapidement par les éditeurs des OS. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais préparé cette page, ainsi que la suivante, en juillet. Donc, à gauche, les liens que vous voyez en vert qui permettent d'avoir les statistiques pour AX et pour IBMI n'ont pas évolué du tout entre juillet et septembre. Par contre, en septembre, j'ai eu la surprise d'avoir quelques dizaines d'incidents en plus, que ce soit sur Windows Server 2019, Windows Server 2022 et Enterprise Linux. Donc ce sont des plateformes qui ont quand même beaucoup plus de risques de sécurité, et vous n'en avez pas toujours conscience. Et c'est vrai également pour la virtualisation, pour les VIO. Je ne dis pas que depuis le début, il n'y a pas eu quelques vulnérabilités, il y en a eu quelques-unes, mais très peu, encore une fois, par rapport au concurrent principal, je dirais, en plateforme x86, qui est VMware. Je n'ai pas été chercher KVM parce que c'est plus difficile à trouver. Et encore une fois, pas de mouvement pour les VIO. Par contre, ça a augmenté côté VMware. Donc c'est un signe, entre juillet et septembre, d'avoir encore tellement de vulnérabilités qui ont été découvertes pour les autres environnements que ceux proposés par le Power. Un autre petit rappel, aujourd'hui quand vous achetez un Power System, ça avait démarré au Power 9, vous allez avoir Power VM Enterprise qui est livré en standard. Donc quand vous achetez le matériel, vous avez également Power VM Enterprise. Ça apporte beaucoup d'avantages pour votre plateforme. Ça peut aller très très loin puisque Isabelle, il y a peut-être... Voilà, merci. Donc un hyperviseur très puissant, très sécurisé, quasiment gratuit pour vous. Alors pas entièrement parce que vous payez quand même la maintenance de l'hyperviseur, mais au moins vous ne l'achetez pas. C'était pour moi des petits rappels qui étaient importants sur la plateforme Power, et quelque part c'est encore accentué par IBM. Donc maintenant je vous propose de venir aux nouvelles offres qui ont été annoncées en juillet, le 12 juillet précisément, et tout d'abord par une animation. Alors vous allez retrouver les modèles que vous utilisez. À
À gauche, si vous n'avez que des machines Linux, c'est la gamme qui était connue en tant que L pour Linux, et maintenant pour SAP HANA. À droite, les serveurs plus classiques, donc en Power 8, en Power 9. Peut-être que vous avez déjà reconnu le serveur que vous utilisez. Et donc en 2022, on a une continuité sur ces offres avec des modèles 2U et 4U qui ont quasiment le même nom, puisque maintenant ils s'appellent 1022, 1022S ou 1014, 1024. Voilà, donc ils sont déjà disponibles depuis juillet. Et puis sur les serveurs plus gros, les modèles Enterprise, donc, là vous aviez peut-être déjà un E980 ou un E950 par exemple. Donc on a la continuité, mais comme le disait Alain, E1080 qui est arrivé dès la fin 2021, qui nous permet de connaître déjà les apports du Power 10. Et puis là, avec l'annonce de juillet, 2050. Donc, on est dans la continuité des évolutions de processeurs Power. Donc là, c'est un petit historique que j'ai laissé en anglais. Là, ce qu'on va voir, par exemple, c'est qu'on peut monter jusqu'à 240 threads par environnement, et encore, on peut imaginer plus. On voit déjà que c'est une gravure de 7 nanomètres. Mais bon, je vais vous dire plus simplement les principaux avantages qu'on trouve. Donc, bien entendu, comme on a une gravure plus petite et des caches plus volumineux, on a un gain important de performance. Et tout ça s'appuie sur une densité qui est 2 fois supérieure à celle du Power 9. Donc, ça ne peut qu'apporter des avantages. Et je rajouterai également des coprocesseurs qui vous permettent d'améliorer encore la sécurité. Ces processeurs, ils fonctionnent avec de la mémoire. Pour ça, il y a une bande passante qui est encore améliorée, qui est plus performante. Et comme le disait tout à l'heure Alain, le fait que les performances aient été vues comme étant meilleures, c'est peut-être aussi que la mémoire est accessible encore plus rapidement. Donc des nouvelles interfaces mémoire, la capacité de faire même pourquoi pas un réseau. Ah oui, là j'aurais dû retirer l'animation, je reviens sur cette page-là. On peut même faire des réseaux entre serveurs qui se partageraient la mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est prévu avec le Power 10, c'est quelque chose qui est quelque part époustouflant, qui n'est pas encore mis en pratique, mais qui va arriver. Et puis le chiffrement de la mémoire, qui va apporter de la sécurité, qui se fait de manière transparente. On n'a rien à faire. En fait, il va y avoir des clés qui sont gérées au niveau du processeur qu'on ne voit même pas. Et du coup, si on avait une application qui cherchait à aller voir les données en mémoire, il faudrait d'abord avoir la clé. Bon, tout ça, bien sûr, dans des environnements cloud hybrides que vous connaissez, vous avez certainement de plus en plus chez vous. Et puis, plus de capacité également à faire du traitement d'intelligence artificielle, par exemple de l'apprentissage, où ça va beaucoup plus vite. Et cela avec des coprocesseurs qui sont intégrés directement au Power 10. Donc, auparavant, il y aurait eu des cas où on avait besoin d'acheter des coprocesseurs externes encore, qu'on aurait plugués d'une manière ou d'une autre sur le Power, et là c'est même intégré. Donc si vous lancez dans des traitements, notamment sous Linux, d'intelligence artificielle, vous allez trouver des gros avantages au Power 10. L'énergie. Alors l'énergie, effectivement, je ne l'ai pas rementionné. Sachez que si à charge égale, par exemple vous avez besoin d'un certain nombre de processeurs qui consommaient tant en Power 8, et bien vous aurez besoin de la moitié de la consommation électrique pour alimenter le Power 10 pour faire la même charge. Après, je suis conscient que vous avez des charges qui augmentent aussi, et tant mieux pour vous, ça veut dire qu'il y a de la croissance. Mais donc en fait, sur 2 générations, quelque part, à charge égale, le Power 10 consomme 2 fois moins que le Power 8. Et puis quelquefois... Ça serait intéressant cet hiver. Oui, c'est exactement.
exactement. Et quelquefois, vous allez vous retrouver avec des situations où vous allez réduire le nombre de tiroirs. Par exemple, sur les gros systèmes, au lieu d'avoir 2 tiroirs, vous allez passer à un seul tiroir. Donc moins de processeurs, moins de tiroirs, et là, c'est un effet immédiat sur la consommation. Et après, vous avez les processeurs, pardon, les serveurs qui peuvent aller jusqu'à 4 sockets. Peut-être qu'au lieu de mettre directement 4 sockets, vous en mettrez que 3 ou 2, par exemple, et du coup, vous consommerez moins. Mais là, ça peut se discuter parce qu'au niveau mémoire, ça peut être intéressant quand même d'avoir plus de sockets. Voilà. Donc là, vous avez eu le temps de lire, je pense, cette page, toujours du DDR4, mais surtout des nouvelles technologies IBM. Donc c'est ce qui fait aussi que peut-être là, en contrepartie, le coût du serveur va être un petit peu plus élevé que ce que vous connaissiez en Power 9, mais parce que ce sont des nouvelles générations de mémoire qui sont beaucoup plus performantes. Et on revient dans du spécifique IBM pour vous servir au mieux. Alors ça, bon, l'aspect chiffrement de la mémoire s'insère, lui, dans une stratégie que vous pourriez avoir développée pour protéger de plus en plus vos données ou vos traitements. Donc, comme vous le savez, vous pouvez déjà, de manière externe, chiffrer aussi bien votre stockage que vos sauvegardes. Enfin, IBM propose de le faire par des technologies. Et puis après, à l'intérieur, vous pouvez avoir trouvé aussi des solutions ou même des fonctions système qui vous permettent de chiffrer, par exemple, des fichiers ou des répertoires complets. Et ça fait partie d'une stratégie. On peut avoir du chiffrement au niveau database, dans des bases Oracle ou autres, ou des B2. Même dans des B2 IBMI, vous avez des fonctions qui vous permettent de chiffrer certaines colonnes, par exemple. Ça, c'est vous qui le mettez en place. Et puis, vous pouvez avoir des applications hyper sensibles pour lesquelles vous allez rajouter encore des stratégies internes ou externes pour protéger tout ça. Et comme je disais, la brique qui manquait, c'était en mémoire, pouvoir faire du chiffrement de la mémoire pour être sûr qu'il n'y ait pas un traitement qui aille chercher des données sans votre accord. Le processeur Power 10, il a des fonctions supplémentaires qui permettent de... Si à un moment donné, vous aviez quelqu'un qui cherchait à hacker votre environnement, donc vous allez mettre en place des mots de passe de plus en plus complexes. Et donc, Quantum Safe, ça permettrait éventuellement d'éviter que des gens qui utilisent l'intelligence artificielle sur des processeurs quantiques puissent, par des traitements très rapides de recherche, trouver des mots de passe que vous mettez en place sur votre Power. C'est un risque qui semble peut-être encore lointain aujourd'hui, mais qui va devenir de plus en plus présent. Donc vous allez avoir des mots de passe de plus en plus complexes que vous préparez avec le processeur Power pour que ça soit bien sécurisé. Chiffrement homomorphe, là c'est la possibilité que vous gardiez vos données cryptées et que les traitements aillent travailler directement sur les données cryptées plutôt que de les décrypter pour les déchiffrer pour pouvoir les lire. Donc ça, c'est une nouvelle technologie qui arrive aussi. Et puis enfin, en dehors de tout ça, bon, PowerSC, là c'est plutôt connu en AX, mais ça propose quelques fonctions. Donc c'est un logiciel supplémentaire Power qui permet de, par exemple, mettre en place des boots sécurisés sur AX. C'est-à-dire que le PowerSC va s'assurer qu'il n'y a pas eu une modification de certains fichiers qui servent au boot du système. Et bon, il y a des tas d'autres fonctions. On va pouvoir faire des firewalls complémentaires au niveau AX, ce genre de choses. Donc ça évolue régulièrement. Ça intéresse plutôt les clients AX. Bon, et puis vous avez QRadar, qui est une solution plutôt externe qui va sécuriser tous les flux, enfin qui va faire de la surveillance. C'est un domaine où ACMI avait également investi, et certainement vous avez ce genre de solution chez vous aujourd'hui. Bon, je reviens au Power 10. Donc on ne va pas aller très loin dans le détail du capot, mais bon, selon les modèles qui sont proposés, vous avez soit des processeurs DCM
qui vont être des dual chips, c'est-à-dire même deux processeurs qui sont mis ensemble, ou des ESCM, Entry Single Chip Module, sur les modèles plus petits. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis l'illustration, c'est que en bas, hein, quand vous voyez le petit rectangle rouge sur SwiftSheet, c'est-à-dire qu'on va conserver les possibilités d'entrée-sortie sur le modèle du bas pour apporter autant de bandes passantes quasiment que sur les modèles du haut. Donc c'est pour la performance. Là, vous allez trouver plus d'informations. Alors, là, je vous guiderai plutôt, je vous préconise d'aller sur le site redbooks.ibm.com. Vous avez des red papers qui viennent d'être mis à jour d'ailleurs, où vous voyez beaucoup plus de détails sur comment fonctionnent ces chips. Donc, si on arrive maintenant au modèle proprement dit, le premier modèle qui intéresse beaucoup de nos clients, plutôt IBMI, qui ont des 6 cœurs ou 8 cœurs aujourd'hui. Donc vous voyez que là, on a toujours des modèles rack en 4U ou des modèles tour. Et un socket seulement, donc on peut aller que à 4 ou 8 cœurs. Il n'y a plus de modèle 6 cœurs. On trouve quand même la possibilité d'aller jusqu'à 1 Tera de mémoire. Alors là, c'est un modèle qui offre une évolutivité un petit peu réduite. On a le nombre d'emplacements, c'est 5 emplacements de cartes PCI à l'intérieur, donc on pourrait mettre 2 cartes LAN et puis une carte par exemple pour faire de la sauvegarde, ou sinon on est obligé de mettre une unité d'extension. L'unité d'extension, cette unité d'extension, elle est quand même limitée parce que normalement, il y a 2 sous-tiroirs à l'intérieur et il n'y en a qu'un seul disponible. Donc, au lieu d'avoir 12 emplacements PCI, on peut en mettre que 6 sur le 1014. Donc, c'est à réserver ce genre d'offre aujourd'hui sur les clients qui ont quelques environnements qui n'ont pas une connectique trop importante. En gros, pas un besoin de carte PCI trop important. Voilà, donc tous les avantages, toutes les spécifications à gauche. Et puis à droite, le chiffrement des mémoires transparentes donc, qui arrive par défaut. On pourrait, pour AX, avoir l'Active Memory Expansion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça vient d'être annoncé cette semaine. Pour ceux qui étaient déjà présents lors de l'annonce au mois de juillet, à l'époque, Active Memory Expansion n'était pas encore disponible. Ça l'est à partir de maintenant. Le Memory Mirroring en advance qui est également en option. Donc là, on essaie de discuter pour voir avec vous si ça vaut le coup de le faire ou pas. Et puis les autres caractéristiques, une profondeur qui est classique, hein, il n'y a pas de changement de ce côté-là. J'espère que tout est clair pour vous. On passe à un modèle 2U, le 1022S. Donc c'est le premier des deux modèles 1022 avec le ESCM, hein, si vous avez suivi tout à l'heure la partie processeur. Mais ça permet là de couvrir beaucoup de besoins chez nos clients. Alors, la seule contrainte, c'est pour les clients IBMI, 4 cœurs seulement maximum par partition IBMI. Donc, ça peut être limitatif pour quelques clients qui auraient des grosses partitions, qui auraient besoin d'évoluer. Là, on peut aller plus loin en mémoire, on peut aller à 2 Tera de mémoire. Alors, 1 Tera possible jusqu'au 9 décembre, et après on a des barrettes mémoire qui sont plus grosses. Alors on peut déjà chiffrer tout ça, on peut faire la configuration dès maintenant pour une livraison en décembre. Beaucoup plus d'emplacements, parce que dès qu'on part sur 2 sockets, on a 10 emplacements dans la machine. Également, on a, comme sur le 1014, on a deux tiroirs disques, 2 backplane disques si je puis dire. Ah, excusez-moi. Donc, on est beaucoup plus évolutif. On pourrait avoir 10 emplacements PCI occupés dans l'unité centrale, plus encore 2 tiroirs qui ont chacun 12 emplacements cette fois-ci. Et pareil plus tard sur le 1022 et sur le 1024. Donc, on peut beaucoup plus créer des environnements virtualisés. Là, le VIO est obligatoire, par contre, hein, sur ce type de machine. On peut avoir plusieurs environnements sous forme de LPAR
en plus des VIO, et beaucoup de ressources derrière disponibles. Pour le reste, c'est un petit peu la même chose. Ces serveurs-là, par contre, sont un petit peu plus profonds. Donc, il faut faire attention. Sur des racks classiques IBM, peut-être que là, on devra faire attention si on ferme le rack à l'arrière ou pas. On aura peut-être des contraintes, mais sur des racks qu'on trouve aujourd'hui dans les data centers, en général, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, petite analyse à faire, juste pour vérifier que ces serveurs rentrent. Donc, cela, comme vous avez vu, jusqu'à 8 cœurs par processeur, donc 16 cœurs maximum. Maintenant, si je passe au modèle 1022, vous voyez qu'on a 12, 16 ou 20 cœurs par machine, donc ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 24, 32 ou 40 cœurs, et puis cette fois-ci, 4 Tera de mémoire. Donc là encore, pour 2U, une offre qui est très très intéressante. Après, les caractéristiques sont quasiment les mêmes. Vous voyez en bleu, support du Capacity Upgrade on Demand. Donc ça, c'est des machines où on pourrait dire, je n'active au début que quelques processeurs, quelques cœurs, et puis après, on demand, je vais en rajouter. Et puis, là, vous voyez également, on pourrait faire un Power Private Cloud, que certains ont connu également en tant que PEP2, Power Enterprise Pool 2. Donc d'avoir plusieurs serveurs qui chacun vont avoir leur propre consommation. On parle d'un pool de serveurs sur lequel on va mesurer à la fin la consommation processeur. Et là, j'arrive au 1024, qui est encore plus gros, qui a plus de puissance disponible. 24 cœurs, donc on pourrait monter jusqu'à 48 cœurs par socket. 4 Tera de mémoire maximum. Tout ce qui est connectique, PCI et autres, c'est la même chose que sur 2022. Également du Capacity Upgrade on Demand, participation au Power Private Cloud. Donc vraiment des grosses machines qui ont tendance, elles, à rattraper les premières machines E1080, déjà en puissance, et à tel point que pour les clients IBMI, certains 1024 vont être en groupe P30. Voilà. On le verra derrière. Le 1050, c'est une machine 4U qui permet également d'avoir un grand nombre de cœurs. Donc si vous prenez les 24 cœurs x 4, ça vous donne jusqu'à 96 cœurs. Par contre, vous le voyez en haut, AX et Linux seulement. Donc là, c'est une offre assez intéressante pour des clients qui auraient quand même beaucoup d'environnement, de la consolidation à faire, mais sans aller jusqu'au 1080 pour des environnements Linux ou AX. Alors là, vous voyez ces machines, il y a deux machines que je n'ai pas représentées en L 1022 et 1024, qui sont les équivalents pour faire du Linux ou pour faire surtout du SAP HANA. Mais vous pouvez très bien faire du SAP HANA également sur du 1022, du 1024 ou du 1050. On arrive aux performances relatives. Donc là, je pense que vous retrouvez les performances relatives en CPW de tous les modèles qui intéressent les clients IBMI. Et j'ai mis des couleurs pour que vous puissiez comparer. Donc c'est là la traduction en CPW annoncée par IBM dans le document de performance des serveurs Power qui a été publié en juillet. Donc c'était le 12 juillet, c'était annoncé. Et vous voyez quand même des gains de l'ordre de 50 et quelques pourcents en plus. Bon, peut-être dans certains cas un petit peu moins, par exemple le 1024 par rapport au 924, mais c'est quand même très très conséquent. Faites attention quand même, c'est ce que je mets là, que j'affiche là, c'est
le fait que les CPW qui ont été annoncés par IBM, ils ont été mesurés en V7R4 et on nous avait expliqué à l'époque que peut-être tous les gains de CPW ne seraient pas aussi importants en V7R3. Donc ça peut que vous encourager à aller en V7R4, voire même V7R5 qui a été annoncé également cette année. En AX, là vous avez également toutes les RPERF. Le gain est un petit peu moindre. Je pense que les Rochester et IBMI avaient vraiment fait un gros effort sur tout ce qui est traitement, notamment au niveau base de données. En AX, on trouve des évolutions plus classiques, hein, disons de 20, 30 à 20, 30 ou 40%, qui sont déjà quand même très intéressantes. Et si vous comparez par rapport à du Power 8, c'est bien sûr plus encore. Donc, vous pourrez lire, tous ceux qui le demanderont, bien sûr, pourront recevoir cette présentation en l'état, celle qui est présentée aujourd'hui. Voilà, les gains de performance. Quelque chose qui vous intéresse quand même tous très fortement, c'est toujours quelles sont les versions à même de supporter le Power 10. Et puis, éventuellement, si vous avez des versions antérieures, est-ce que ça fonctionne toujours Donc, quelque part, l'idéal, c'est d'avoir toujours la dernière version à jour. Donc, par exemple, pour AX, la version 7.3, pour profiter pleinement du Power 10. Si vous avez des applications en 7.2, vous serez en mode Power 9. Donc, ce sera un petit peu moins intéressant, mais ça fonctionne quand même très, très bien. Et en IBMI, c'est un peu pareil. Et vous avez les niveaux technologie refresh ou technologie level qui vous permettent de supporter tout ça. Bon, côté VIO, vous vous doutez bien qu'il faudra la toute dernière version de VIO, en version 3.1. quelque chose. Bon, bien sûr, quand vous mettez en place un nouveau serveur, vous mettez en place des nouveaux VIO à la dernière version. Et puis pour la HMC, il faut surtout être en version 10. Donc je vous ai noté en bas les HMC physiques ou la VHMC. Donc bien sûr, si vous avez encore des CR9, CR8, CR7, elles ne seront plus supportées. Il faudra remplacer par des nouvelles HMC ou VHMC. Alors, une grande nouveauté qui existait déjà en stockage IBM, c'est que vous pourrez commander de la maintenance matérielle pour 3 ans, 4 ans ou 5 ans en version Advanced ou en version Premium. Là, vous voyez un petit peu ce qui est détaillé pour les différentes versions. Et ce qu'il faut retenir de ça également, c'est que dans ce cas-là, vous achetez également la maintenance logicielle pour la même durée. D'ailleurs, on ne peut pas faire autrement, le configurateur l'impose. Donc, si vous prenez 3 ans, vous avez une maintenance logicielle de 3 ans. Si vous prenez 5 ans, vous avez une maintenance logicielle de 5 ans. Bon, c'est très intéressant parce que vous allez avoir certainement des propositions de prix qui sont avec les mêmes taux de réduction que celles du matériel. Après, attention quand même, le jour où vous rachetez un matériel, vous ne pourrez pas finalement obtenir le prix que vous n'auriez pas à payer parce que vous arrêtez votre maintenance plus tôt que prévu. Donc il faut bien réfléchir. Donc peut-être, dans certains cas, par exemple, une durée de 4 ans serait beaucoup plus intéressante puisque vous allez aligner votre financement, vous achèterez pour 4 ans et puis vous savez que dans 4 ans, vous rachèterez une machine. Bon, si ce n'était pas le cas, si finalement au bout de 4 ans, vous ne rachetez pas une machine, vous pourrez quand même prolonger l'expert care. Et bien entendu, ACMI pour vous aider à le prolonger comme on le fait aujourd'hui avec une maintenance plus classique. Donc tout ça c'est prévu, mais vous pouvez d'ores et déjà prévoir une maintenance de manière plus facile et ça facilite le travail de tout le monde. Voilà. Donc ça c'est les grandes informations. Après, je trouvais utile de vous donner quelques compléments sur ce qui est possible de faire. Alors déjà, je ne sais pas si c'est objet, non. Le stockage SAS qu'on connaissait
sur toutes les générations précédentes, a complètement disparu sur le port 10. Pour ce qui est de l'unité centrale, hein, le tiroir système, le serveur lui-même n'a que du stockage NVMe. Après, vous pourriez toujours encore rajouter un tiroir SAS en complément, et après, autant que vous le pouvez, à condition d'avoir le nombre d'emplacements carte PCI qui vous le permet. Donc de plus en plus, en fait, chez nos clients, on va proposer aujourd'hui des serveurs avec du stockage externe. Mais sachez quand même que vous pourrez faire du stockage interne. Pour des environnements de petite taille, par exemple des clients IBMI qui ont seulement une partition ou deux, on pourrait toujours partir sur du stockage interne, mettre en place des SSD NVMe qui ont l'avantage que chacun est vu directement indépendamment. Auparavant, quand on avait un tiroir système, tous les disques à l'intérieur devaient participer au stockage d'une partition. Alors pour les VIO, c'était un peu spécifique, on avait deux tiroirs internes au tiroir, vous pouviez séparer. Là maintenant, chaque disque NVMe a son indépendance, donc ça veut dire qu'on peut affecter et acheter finalement pas mal de disques NVMe qu'on va affecter à différentes partitions. Et c'est vrai également pour le stockage des VIO. On vous propose toujours deux SSD NVMe aujourd'hui de 800 Go. Et selon que vous ayez un backplane ou deux, ben finalement les VIO, ils pourront se voir affecter les deux disques de chacun. Alors, c'est un petit peu ce que je vous explique là, en fait. Et puis, ce qui est arrivé d'ailleurs, par rapport à l'annonce, pour les disques NVMe, on avait besoin de la version 7.4 IBMI. Et finalement, on a appris qu'avec la TR12, on pouvait même en V7R3 avoir du stockage NVMe pour des partitions IBMI. Donc, gros avantage, c'est qu'en plus, ça coûte moins cher que le backplane SAS, plus les disques SAS, et donc c'est intéressant pour vous. Alors, je passe un petit peu, hein, je regarde l'heure d'ailleurs. Concernant les cartes LAN, on a la disparition des cartes LAN 4 ports 1 Go RJ45, mais on peut quand même vous proposer du 2 ports 1 Go RJ45, même si vous ne les voyez pas là. C'est ce que j'explique en fait là dans ce petit encadré. Et la tendance, c'est aujourd'hui plutôt préconiser des connectiques fibres en 10 Go, voire 25 Go. On a des clients qui nous demandent déjà des connexions sur réseau local en 25 Go fibre. Donc c'est un grand sujet de discussion toujours chez nos clients. Quel LAN on va mettre en place. Alors derrière, vous avez des tas de connectiques. Et donc c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Si vous êtes en 10 Go fibre, souvent c'est plus simple que de faire en twin-axe cuivre, en cuivre twin-axe, qui sont des picables qui ont leur propre SFP, qui font 5 mètres ou 3 mètres par exemple. Mais on n'est pas sûr, selon le fournisseur de switch LAN, que ça fonctionne. Donc moi je préconise au maximum, si vous pouvez faire par fibre, là on n'a aucun problème et ça marche très bien. Pour le SAN, bon, finalement c'est du classique aujourd'hui, il n'y a même pas de remarque à faire. En 16 Go, en 32 Go, ça fonctionne très bien avec tous les connecteurs qu'on propose aujourd'hui. Ce sont quand même des nouvelles générations, vous voyez, on est en PCI Gen 3, voire même PCI Gen 4 pour les EN1J et EN1K. PCI Gen 4 qui apporte plus de bandes passantes, donc ça veut dire que si vous êtes en 32 Go, ben, c'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite encore. Voilà. Donc ça, c'était plutôt sur la partie matérielle et maintenance associée. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire. On peut peut-être ouvrir un petit peu le son. Pas de questions particulières. Isabelle?
Il n'y a pas de message dans le... J'ai pas de message, non, rien de particulier. D'accord. Bien, j'espère que... Je pense que tu as été très clair, Robert. Ah, On peut continuer. De toute façon, on d'accord, fera aussi des questions-réponses à la fin pour ceux qui d'accord, préparent leurs questions. d'accord. Donc là, je vais faire des petits focus sur les... Il y a beaucoup d'informations utiles sur IBMI et sur AX. Pour Linux, c'est plus classique. On a vu tout à l'heure les nouvelles versions Linux qui fonctionnent, hein, dont certaines, notamment Red Hat et SUSE, qu'on peut toujours proposer, bien sûr, sur Power 10. Donc, concernant IBMI, ça intéresse beaucoup nos clients IBMI, c'est ce tableau. Donc, quelles sont les versions supportées sur Power 10? Ça démarre en IBMI 7.3. Donc, pour ceux qui étaient encore en 7.2, par exemple, il va falloir penser très vite à évoluer, par exemple, en 7.3, voire 7.4, selon ce que vos éditeurs des solutions que vous utilisez le permettent, et même en IBMI 7.5. Si aujourd'hui on vous propose une machine en 7.5, vous aurez l'accès bien sûr aux clés en 7.3 ou 7.4, donc si vous avez plusieurs environnements sous forme de LPAR, vous pourrez avoir certaines en 7.5, d'autres en 7.4, et toutes les clés sont disponibles. J'ai une question par rapport à ça, c'est peut-être pas le moment là. Le feature, le dispositif de support 7.1 qui existait en Power 9, il n'existe plus en Power 10. Non, on n'a pas vu ça pour le moment. D'accord, il n'est pas prévu qu'il soit annoncé. Ben, peut-être il y aura une surprise un jour. Hein, mais... Alors, j'ai une autre question, Robert. Oui. Juste le temps de la retrouver, parce que ce n'est pas évident. Pour le Power 8, est-il possible d'installer la 7.5? Non, ça n'a pas l'air d'être tel que c'est écrit là, non. Non, si on regarde les documentations techniques, Power 8, malheureusement, ne devrait plus supporter, sauf surprise, encore une fois. Mais normalement, non. Surprise, c'est une demande de beaucoup de clients. Oui, voilà. Vous pouvez faire une demande spécifique sous forme de RPQ, hein, oui, si vous connaissez le terme. Mais pour le moment, il y a peu de chance. Vu l'historique déjà des machines précédentes, ça devrait être compliqué. Oui, ça doit être cohérent. Le Power 8 a été annoncé, tu l'as rappelé, en 2014. Oui. C'est ça, donc 8 ans. C'est ça. Donc la conclusion, comme dit M. Digallo qui pose la question, ok, donc on migre en Power 10 puis en 7.5. Voilà. C'est bien ça. Il ne dit pas d'où il part. En vérifiant les gens, les éditeurs. En tout cas, on peut réfléchir avec vous. Vous proposez éventuellement d'évoluer déjà, de migrer vers une version plus récente. Alors, on est capable de le faire, ou sinon IBM peut le faire également. Voilà. Et puis, c'est vrai que le Power 8, de toute manière, est en train de sortir de support, hein, complètement. J'ai plus l'information en tête, mais je pense que si ce n'est pas fait, ça devrait intervenir d'ici peu. Ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé, et donc... il n'y a pas de fin de support du Power 8 qui est annoncé pour l'instant. Non, c'est toujours maintenu. D'ailleurs, je regardais à la fin du Power... à l'annonce du Power 9, la fin de support du Power 7 ou 7 Plus était intervenue assez vite, hein, quelques mois après. Donc l'annonce pour une fin de support un an après à peu près. Là, c'est le rappel des groupes. Oui, il y avait une question encore, Isabelle? Non, simplement la suite. Donc, M. Digallo qui dit il y a 5 ans, fin 2017, le Power 9 n'était pas encore disponible. Il y a 5 voilà. ans, oui. Donc, c'est pour ça que le Power 8 est encore là. Oui, c'est vrai que... Mais quelquefois, les clients font le choix, même au tout dernier moment, de rester en ancienne technologie, parce que c'est peut-être pour des problèmes de support des versions qu'ils utilisaient, ou parce qu'ils avaient des projets qui étaient un petit peu en retard. Et donc, c'est arrivé. Comme là, récemment, nous avons des clients qui ont acheté du Power 9 tout en sachant que le Power 10 arrivait, parce que ça leur convenait bien en termes de performance, et puis que par rapport
À l'agenda. à l'agenda, Bah oui. ça passait. M. Diallo a raison, effectivement. Ça passait. Après, quelquefois, on le regrette plus tard, mais voilà. Donc, On ne peut pas regretter, il faut avancer. voilà. Donc, Madame Chifflet va nous laisser, elle doit quitter la présentation, donc on lui souhaite une bonne Merci. journée. Merci madame. Donc vous aurez la présentation si vous le souhaitez, parce que là, Oui. après on parle également des X. Et le lien vers le replay. Très bien. Bonne journée, Madame Chifflet. Merci à vous et bonne journée. Donc là, ce sont les groupes processeurs qui permettent de proposer les licences IBMI et puis quelquefois les logiciels également qui ont leur propre licence avec des prix différents. Hein, plus on a des serveurs qui sont capacitifs, plus finalement ça coûte cher quelque part. Et donc, comme je disais, sur les 1024, ça c'est la grande nouveauté, on trouve les 12 et 24 cœurs qui sont regroupés 20 et les 24-48 cœurs qui, selon le type de socket, en fait, le type de processeur que vous mettez en place, qui eux vont être en groupe P30. Donc, et c'est normal puisqu'ils arrivent à des niveaux de performance qui tangentent le 1080 aujourd'hui. Là, c'est un rappel des versions avec les fins de support. Donc la 7.3 qui est toujours supportée, mais maintenant que la 7.5 est sortie, pareillement, on aura certainement bientôt un arrêt du support de la 7.3. Donc les versions les plus courantes aujourd'hui pour nos clients doivent être, si possible, la 7.4 et la 7.5. Quand vous aurez la présentation, vous pouvez cliquer sur le lien, vous avez toutes les technologies refresh qui sont également des versions intermédiaires qui apportent beaucoup de fonctions nouvelles en termes de database, de sécurité et de support matériel tout simplement. Ça c'est un petit complément d'information. Ça peut être intéressant pour vous. Certains dispositifs ou logiciels étaient payants avant et deviennent gratuits. Alors, en même temps, IBMI a augmenté un petit peu, donc c'est ce qui permet peut-être aussi de compenser, de l'intégrer. Mais vous verrez, alors, regardez bien cette liste. Si par exemple vous n'utilisiez pas encore la fonction DB2 symétrique multiprocessing qui valait quelques milliers d'euros, maintenant c'est peut-être le moment de le mettre en place parce que ça peut peut-être accélérer certains traitements database qui vous intéressent. Et puis certains logiciels comme Performance Tool ou même ST1, donc DB2 Query Manager et SQL Development Kit, qui viennent en standard. Enfin, il faut quand même les commander. Hein, c'est-à-dire certaines fonctions qui sont, il faut les demander, qui étaient plus ou moins visibles mais gratuites déjà, et d'autres qui étaient payantes et qui deviennent gratuites. Il faut les demander à votre ingénieur commercial pour les rajouter. Et ces logiciels qu'on voit à gauche, ils ont la maintenance qui est liée à celle d'IBMI. Alors, des logiciels sur la partie droite de la présentation, qui étaient donc en option déjà, comme BRMS pour la gestion des sauvegardes, PowerAchat ou DB2 Web Query, et puis même le DB2 Mirror, qui permet de faire du cluster de database entre deux serveurs, un petit peu à la mode Oracle RAC ou DB2 PureScale, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ça, c'est payant, avec une maintenance logicielle payante également. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ça, c'est gratuit. Voilà. Donc, c'est un rappel. Et puis, également une nouveauté qui est arrivée depuis le début de l'année, le Virtual Serial Number, qui permet de constituer des partitions qui auront nécessairement un nombre de cœurs fixe, par exemple 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. Et là, vous dites, cette partition, je suis susceptible de la déplacer, que ce soit chez moi ou chez un hébergeur. Donc aujourd'hui, ça marche que quand on est chez soi avec une HMC. Ça peut marcher également chez un hébergeur qui a sa HMC qui pourrait déplacer une partition d'un serveur à l'autre. Peut-être à l'avenir, ça marchera avec du cloud, mais ce n'est pas encore le cas. Donc vous achetez un numéro de série virtuelle
Et après, si vous avez une machine, par contre, si vous avez une partition comme ça, vous continuerez à acheter des licences pour les autres partitions. Et pour cette partition-là, vous rachetez des logiciels. Mais il y a des cas où ça peut être intéressant. Là, par exemple, si vous pratiquez beaucoup le LPM d'une machine à l'autre, Logical Partition Mobility, eh ben, votre partition du milieu avec le VSN, elle peut être directement transposée de l'autre côté, et sans qu'il y ait aucun impact, par exemple, que vous ayez à rechercher une nouvelle clé pour que ça marche de l'autre côté. Encore faut-il pour vos éditeurs de logiciels qui vous proposent également de supporter ce mécanisme. Donc c'est une nouveauté en devenir, je dirais, mais qui est intéressante. Alors à côté de ça, donc IBMI, vous savez que c'est un environnement OS fantastique. C'est également une base de données qui se gère toute seule, hein, qui peut créer des index temporaires toute seule. C'est super. Donc bien entendu, vous n'avez aucun intérêt à quitter la plateforme pour faire des nouvelles applications. Alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est que à côté de ça, si vous voulez connecter des nouvelles applications, vous allez utiliser de l'open source, vous allez utiliser OpenShift, qui est le logiciel pour faire des applications containerisées, que ce soit en Intel ou sur Power. Ça marche très bien sur Power System. D'ailleurs, ACMI avait été un des premiers à faire un proof of concept l'an dernier avec IBM sur le sujet, donc c'est quelque chose que ACMI connaît et peut vous proposer. Donc tout ça pour faire du développement de plus en plus modulaire, des applications de nouvelle génération qui fonctionnent avec des téléphones portables, etc., qui peuvent être en cluster. Donc vous faites des multiples L-parts et puis tout ça, ça va s'organiser. OpenShift fait la montée en puissance sur de multiples L-parts, ce genre de choses, c'est vraiment très intéressant. Donc ce sont quelque part encore deux mondes un peu différents, même si tout ça, ça fonctionne sur Power System. Et c'est là qu'intervient le Modernization Engine for Lifecycle Integration, qui est une œuvre qui a été annoncée en mai 2022 et qui sera certainement un sujet phare de l'université IBMI qui a lieu la semaine prochaine chez IBM. Donc c'est un environnement OpenShift qui est un petit peu customisé pour que des développeurs IBMI viennent récupérer tout leur code source, par exemple RPG, voire COBOL ou autre. Enfin là l'exemple était donné en RPG. Donc tout ça, ça va être géré maintenant de manière autonome en OpenShift. Vous gérez toutes vos applications, vous les testez, et puis après, quand ça marche, vous les mettez en place dans votre environnement IBMI. Vous les déployez sur l'IBMI quand même. Et le deuxième avantage, c'est que vous pouvez développer en OpenShift, et vous aurez également des exemples d'applications OpenShift qui vont attaquer des bases ou des traitements sur l'IBMI. Bon, vous voyez les prérequis en bas. Vous avez quand même besoin toujours de Rational Development Studio. Et bon, vous achetez OpenShift, vous le mettez sur le Power à côté de vos applications traditionnelles IBMI. Donc c'est nouveau. Merlin, c'est magique. C'est un magicien. Donc ça peut vraiment vous interpeller et vous donner l'occasion de vous intéresser à OpenShift en plus de tout ce qu'il y a déjà de super qui vient d'être annoncé en IBMI. Voilà. Donc IBMI, ça bouge avec OpenShift, sans OpenShift. Je vous encourage à aller voir toujours les TQG Refresh, toutes les annonces de versions avec des telles nouveautés en sécurité, base, traitement et autres. En AX, c'est pareil. AX, vous allez avoir, encore faut-il le rappeler pour tous nos clients qui utilisent cette plateforme, notamment pour leur base, pour leur traitement, souvent des traitements stratégiques, des clients bancaires, des clients assurances et autres, hein, ou dans l'industrie. Donc déjà, finalement, le gain de performance, si vous comparez au gain de performance que vous auriez eu
pour faire les mêmes applications sur du x86, où maintenant c'est plutôt augmenter le nombre de cœurs sans arrêt, avec quelquefois un impact sur le coût logiciel également, finalement vous vous rendez compte que c'est une plateforme qui vous apporte toujours un gain de performance très très enviable par rapport à d'autres plateformes. Les releases AX, donc là on en est à la 7.3, ça supporte pleinement bien sûr le PowerDisk comme on l'a vu tout à l'heure. La 7.2, voire la 7.1 sont également supportées, par contre plus la 6.1 sur PowerDisk. Donc tout ça c'est annoncé, ça fonctionne bien. Hein. L'important c'est de bien supporter les prérequis et de ne pas avoir dans un coin une application plus ancienne qui utiliserait une vieille version d'Oracle, qui aurait besoin d'une vieille version d'AX par exemple. Il faut faire attention à tout ça, il faut être très courant. D'autant plus que les VLPAR, les WLPAR que certains utilisaient, ils ont tendance quand même à ne plus exister. On n'a pas encore l'annonce aujourd'hui des WLPAR. Donc ceux qui ont des besoins de WLPAR AX 7.2 ou 7.3, il vaut mieux qu'ils regardent très très vite encore les offres en Power 9 plutôt que d'attendre qu'il y ait une hypothétique version de WLPAR en PowerDisk. WLPAR qui viennent sous forme de RPQ et qu'on a pu mettre en place pour certains clients, voire même en hébergement chez ACMI. On a X5.3. On a X5.3 par exemple. Par exemple. Voilà. Oui, donc il faut regarder très vite les offres Power 9 tant qu'elles existent encore. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, également. Donc, tout ici présent, tous les clients qui ont encore des environnements plus anciens, AX 5.2, 5.3, 6.1, regardez les offres Power 9 et tout ce qu'on peut faire avec encore. Voilà. Là, c'est une synthèse, j'ai laissé en anglais parce que je trouvais que finalement, pour beaucoup de sujets, c'est plus simple à comprendre. Il y a quelques acronymes que j'ai détaillés en bas, hein, SASL, Bash, certains connaissent peut-être, hein, qui est disponible également en open source pour AX. Voilà, donc plus de capacité en JFS, plus de possibilités pour la compression ou bien entendu tout ce qui est chiffrement. Et là, il faut regarder tout ce qui est disponible pour vous dans la documentation technique de ces plateformes. Mais en AX 7.3, c'est sûr que vous avez plus de possibilités. Et d'ailleurs, c'est ce qui est donné ici un petit peu, qui est détaillé dans ce tableau que je vous laisserai lire, mais qui montre pas mal de choses. Par exemple, le support du GZIP en P9 et en P10. Et comme je disais, il y a un coprocesseur qui est encore plus performant pour le GZIP. Pour ceux qui utilisent l'Advanced Memory Extension, sachez que le PowerDisk, il y a un coprocesseur qui a été encore amélioré pour plus profiter de l'AME. L'AME, donc, qui est maintenant disponible en option et qui coûte pas cher parce que c'est quelques milliers d'euros, mais qui a un client par exemple qui a 100 gigas de mémoire dans une partition et par exemple, bon, c'est pas une règle, mais il pourrait voir 140, 150, 160 gigas de mémoire vu de l'application. Et il existe un utilitaire qui est livré avec cette fonction qui permet d'estimer le gain potentiel à avoir cette mémoire compressée, comprimée sur AX, sur du PowerDisk. C'est très très intéressant. Et maintenant disponible sur tous les Power en PowerDisk. Alors, vous allez me dire, oui, en Power 9 aussi, mais bon, en PowerDisk, c'était pas encore le cas il y a 2 mois, donc c'est bien maintenant de pouvoir vous le proposer. Voilà, la mémoire chiffrée également, tout ça, vous pouvez lire, c'est disponible maintenant, de plus en plus, selon les versions d'AX. Donc là, c'est un rappel des capacités. Donc ça n'a pas bougé pour tout. On est toujours en SMT8 par exemple, une mémoire maximum 32 Tera pour une partition, voire plus éventuellement à étudier avec l'App Service, mais c'est quand même très très conséquent.
Et puis bon, là, c'est des exemples, des nouvelles fonctions qui permettent de voir la fréquence. Alors, on parlait tout à l'heure de consommation électrique. Bien entendu, si on peut en plus surveiller ça au niveau de la partition, c'est encore mieux. Voir ce qui se passe, si on est au maximum de la fréquence, ou peut-être on a décidé de mettre à un niveau d'optimisation inférieur, puisque vous savez, depuis le Power 9 et Power 10, on peut choisir différentes manières d'utiliser la fréquence du processeur. Alors, vous connaissez tous, que ce soit les clients IBMI, AX ou Linux, l'UAK, c'est-à-dire au-delà de la période de garantie. En fait, IBM demande tous les 6 mois à entrer une clé que vous allez chercher sur le site ESS. J'ai la page suivante qui en parle également. Donc ça, maintenant, ça va exister également pour AX. Donc pour la maintenance d'AX, si vous voulez mettre en place une mise à jour d'AX, vous aurez besoin d'avoir également la clé UAK pour pouvoir mettre en place cette maintenance. Donc là, ça arrive avec AX, peut-être un jour pour Linux et pour IBMI, on ne sait pas. Mais ça permet de contrôler un petit peu plus que vous êtes bien en règle avec la maintenance. Alors, le sujet, en fait, c'est si vous avez la maintenance IBM pour le matériel, il n'y a pas de problème, vous avez accès à ces clés UAK. Si vous aviez de la tierce maintenance, il faut que vous obteniez l'équivalent auprès de votre mainteneur non IBM. Donc, c'est une petite contrainte qui est d'IBM, mais bon, s'ils ont fait ça, c'est certainement qu'il y avait des abus de ce côté-là. Donc là, pour AX, certainement, ça sera le contrôle, vous avez bien la maintenance en cours pour accéder aux mises à jour. Voilà, donc ça c'est le ESS, hein, Entitlement System Support, qui vous permet de voir tout ça. Bon, si vous n'utilisez pas vous-même ESS aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler à votre commercial pour qu'on puisse vous proposer éventuellement que vous créiez un profil pour que vous ayez accès à tout ça. Et la première étape, c'est d'avoir un profil. La deuxième, c'est après vous ajouter tous les systèmes qui sont concernés d'une certaine manière. Et c'est là qu'on peut vous accompagner, bien sûr, si besoin. Ou sinon, on peut bien sûr toujours aller voir pour vous ce qui se passe. Voilà. Un autre rappel, même pour AX, il y a une toolbox avec accès à tous les open source qui fonctionnent sous AX. Donc IBM a souhaité packager un petit peu tout ça, donc ça devient quelque part payant, mais c'est pour votre intérêt parce qu'au moins vous êtes sûr de trouver tous les open source, tous les supports. Alors ça se fait de manière progressive. Comme vous le voyez en bas dans cette page, j'ai laissé en anglais, mais pour un certain nombre d'open source, que ce soit la liste de gauche avec le fameux badge dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est un shell amélioré que certains de vous utilisent, ou le JSON par exemple, qui peut être intéressant pour accéder à la base de données, ou du zip et ce genre de choses. Regardez tout ça. Voilà l'actualité, aussi bien pour IBMI et que pour AX. Pour Linux, comme je vous disais, bon, si vous allez sur les liens que je mets dans la présentation déjà, vous verrez pas mal de choses. Donc, en conclusion, vous le voyez, c'est toujours plus de capacité, de performance. Comme disait Alain tout à l'heure, le fait que le client dont on parlait tout à l'heure en Power 10 avait tout de suite un gain de performance. Je n'ai pas de retour en AX parce que les gros clients AX qu'on avait, en renouvellement, ils étaient plutôt dans une phase où c'était sur le point d'arriver, mais je n'ai pas de clients ACMI, Power 10, AX qui sont encore arrivés au Power 10, je crois. Hein. Bientôt, j'espère. Mais on espère bientôt. Quelqu'un qui est présent. Et on connaît des situations où ça va arriver très bientôt. Et en IBMI également. Donc, tous ces avantages dont j'ai pu parler, plus d'intelligence artificielle, plus de sécurité, ça c'est vraiment très important. Et rien que ça, c'est déjà un sujet pour passer au Power 10.
plus de disponibilité, de fiabilité, une consommation énergétique qui est réduite encore. Donc tout ça, ça se calcule. Éventuellement, vous mettez en place que le nombre de cœurs dont vous avez besoin. Sur toutes ces machines, vous pouvez dire, si par exemple je prends 24 cœurs, j'en active que 10 ou 12 au départ. C'est intéressant parce que vous avez quand même toute la bande passante côté mémoire. Vous allez mettre en place toute la mémoire pour que ce soit un maximum performant. Et vous verrez que vous aurez des applications qui vont fonctionner très très bien. Et comme avant, pour nos clients qui étaient en Power 9 ou en Power 8, ça marche très très bien. Voilà.